Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Bonjour et bienvenue dans Récit d'entreprise. C'est à la découverte d'un numéro 1 que nous partons, le leader de l'armature métallique pour les constructions en béton armé. Une entreprise 100% lyonnaise, créée par la famille Mur dans les années 30, reprise ensuite par la famille Pitance et surtout reprise, voici 20 ans, par Gildas Collomb à la barre du tribunal de commerce. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Président de la SNAM, SNAM qui veut dire Société Nouvelle des Armatures Assemblées Mur. Vous nous expliquerez comment en 2 décennies, vous avez multiplié par 4 les effectifs et le chiffre d'affaires par 7. Vous nous direz comment vous voyez l'avenir de la SNAM, sans doute au-delà des frontières hexagonales. Nous reviendrons auparavant sur votre parcours qui alterne entre finance et industrie, sur votre passion pour l'entrepreneuriat et l'aventure humaine qu'il représente, vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Récit d'entreprise. Mais tout de suite, retour, si vous le voulez bien, sur vos premiers pas professionnels. Alors, Gildas Collomb, vous êtes lyonnais, 100% lyonnais, né voici 71 ans. Votre grand-père et votre père étaient industriels, soyeux pour l'un, dans la robinetterie sanitaire pour l'autre. On est chef d'entreprise de père en fils chez les Collomb? C'est une tradition, effectivement, et je l'ai reprise. Voilà, études chez les Maristes à Lyon, classiquement. 6e Mathelem, très fidèle, et beaucoup de bonheur dans ce collège. Alors ensuite, vous partiez à Marseille pour faire vos études supérieures, école de commerce à Marseille, fac de sciences éco à Aix-en-Provence, avec l'idée sans doute de s'émanciper un peu de la tutelle paternelle, j'ai envie de dire. Oui, parce que les années 68, vous vous en souvenez, les relations étaient un peu difficiles. Je me suis dit qu'il fallait prendre un tout petit peu de champ, et Marseille est une terre d'accueil formidable. Et vous en gardez d'excellents souvenirs? Excellent, beaucoup d'amis, et si j'ai l'occasion d'y aller... mai 68 à Marseille? Mai 68, Marseille et un peu Paris. Disons, un peu Paris aussi? Puisqu'il fallait s'amuser un peu, c'est à Paris sur les barricades? Un petit peu, sur les barricades. Enfin bon, des souvenirs de fête, en fait. Alors, à 24 ans, vous rentrez dans la banque, mais vous allez n'y rester que 2 jours. Hein. Vous commencez un vendredi et le lundi soir, vous repartez? C'est exact. J'ai fait un parcours vraiment très court. En fait, je voulais être banquier d'affaires. Et je suis rentré j'étais en contact avec Suez, qui m'ont embauché un jeudi soir. Je suis rentré le vendredi. Le week-end, mon père m'a dit, viens, j'ai acheté une affaire à Lyon, on va monter... C'était une holding d'entreprise. J'ai été convaincu et j'ai donné ma démission de chez Suez le lundi à midi. Vous rentrez donc comme directeur général d'une petite entreprise spécialisée dans les ponts élévateurs, c'est ça? C'est ça, les ponts élévateurs. Et là, vous allez connaître un rude apprentissage. Première grève, premier incendie. Oui, j'ai tout eu. Même le premier jour où j'étais là, il y a un camion d'aluminium qui fait un accident dans la cour. Je ne savais absolument pas quoi répondre. J'avais fait une thèse sur le financement des PME, mais j'étais nullité rare. Donc, on résout les problèmes les uns après les autres, et c'était une expérience quand même, 70 personnes, petite société. Effectivement, j'ai vécu tous ces moments-là, et c'est un grand stage d'apprentissage. Et quelque part, on s'en est pas mal sorti, puisque j'ai revendu la société. Mon père, très généreusement, m'a donné une partie de la plus-value, considérant que j'avais enrichi un peu la famille, et ça a été mon premier pactole. Voilà. Personnel. Et avec ça, vous allez reprendre une entreprise dans le jouet à Givors? Effectivement, j'ai racheté une affaire de jouets. J'ai été, comme disait ma fille, Père Noël, ce qui est un beau métier. Et j'ai fait mon premier LBO. Le mot LBO n'existait pas. Tout simplement, j'étais achat à crédit. Voilà. Rachat d'entreprise par le dirigeant avec un effet de levier, comme on dit. Avec un effet de levier. Et je suis tombé sur le vendeur, un type formidable. J'étais un peu un fils spirituel de cet homme, et on a passé 5 ans ensemble, tout à fait formidable. On a revendu la société, j'ai revendu la société, et là... là, vous revendez à Idéal Loisirs, ceux qui ont repris ensuite Majorette, et malheureusement, et ça s'est mal fini. Ça s'est pas très bien fini. Et oui, j'ai vendu effectivement, et là, on m'a proposé de rester, mais j'avais d'autres idées, et je voulais retrouver à la fois la finance
et l'industrie. Voilà. Et donc là, le financier voilà, qui sommeille en vous se réveille et vous lancez, vous lancez dans le capital risque avec l'Européenne de développement industriel, l'EDI. C'était un nom prétentieux, européenne, voilà. Mais enfin... Et là, vous vous lancez avec Syparex, la Banexi, le Crédit Agricole. Absolument. Enfin, surtout, oui, Syparex comme premier actionnaire. Les autres nous ont suivis après. Et ma première rencontre avec Dominique Louvelet, à l'époque, qui était président de Syparex, s'est fort bien passé. En fait, c'était un petit peu différent. Nous, j'avais l'idée de faire du capitalisme, mais en majoritaire. C'est-à-dire qu'on n'était pas sleeping partner, c'était mon côté industriel. Je voulais pouvoir agir sur les sociétés qu'on rachetait. Voilà, donc des participations majoritaires. Et le plus bel exemple, c'est le Bourget. Ah, le Bourget. Que quelque part, on peut dire que vous avez sauvé. Et oui, effectivement, on a travaillé avec le CIRI, au ministère des Finances. On était, je crois, à 2-3 heures du dépôt de bilan définitif. Et puis finalement, on a trouvé une solution, une très bonne solution. On a repris donc la société, on l'a remis sur ses rails. Et des jeunes femmes peuvent continuer aujourd'hui à acheter du Le Bourget. C'est les Italiens qui ont repris. Et effectivement, on a sauvé cette boîte. Ça a été compliqué, c'était pas facile. Mais, il fallait restructurer, bien sûr, j'imagine. On a restructuré, bien sûr, mais c'était une belle marque et elle vit encore. Donc, je suis assez fier d'avoir sauvé cette... grâce aussi, le CIRI, on y passait, a été... Comité interministériel de restructuration industrielle. Oui, pardon. Qui dépend directement du gouvernement. Un partenaire tout à fait valable. Vraiment, je me souviens, on a travaillé main dans la main et ça a été très efficace. Alors, l'aventure de l'EDI, Européenne de développement industriel, va durer 10 ans, 88-98. Oui. Vous revendez, vous faites... on revend puisque c'est la fin du... Enfin, 10 ans, c'est le temps pour les sociétés de capital risque. Il faut qu'effectivement, ils réalisent... Bon, on a fait effectivement une bonne opération. Et là, tout petit peu avant, d'ailleurs, l'extinction, c'est-à-dire la vente définitive de la dernière société, j'ai été contacté par un ami qui me parle de la société Mur. Le BTP ne m'intéressait pas. Pendant toutes les années du capital risque, tous les dossiers de BTP, on les a refusés. Parce que, bon, c'était pas ma cup of tea, comme on dit. Et puis là, je me suis intéressé à cette société. J'ai trouvé... Alors, Mur qui était en dépôt de bilan. Mur qui était en dépôt de bilan. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ce dépôt de bilan. Parce que, bon, c'est une belle affaire. Bon. Et j'ai étudié avec comme collaborateur Pascal Subtil, qui était secrétaire général à l'époque, et avec qui, en parenthèse, on travaille depuis 20 ans ensemble, formidablement bien. Bon, et j'ai été convaincu qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, il fallait trouver des banquiers, parce que c'était un gros dépôt de bilan, et j'ai eu la chance de trouver une écoute à la Lyonnaise de Banque, avec Michel Anger, et au Crédit Agricole, aussi par un de mes amis qui nous ont fait confiance. Et on a fait une offre au tribunal. Là, vous faites une offre au tribunal de commerce, et c'est vous qui allez être retenu. Alors, vous n'étiez pas le mieux-disant sur le plan financier, mais le mieux-disant sur le plan social. Hein. Voilà, il y avait pas mal et c'est ça qui a fait la différence. Il y a pas mal de candidats, je crois, 12, 14 candidats. Bon. Mais j'ai été le seul à faire une reprise totale. J'ai dit au président du tribunal, au président au pluriel, parce que c'était un gros dossier, donc il y a beaucoup de monde. Et j'ai dit, je prends tout ou rien. Et je n'étais pas effectivement le mieux-disant financier, j'ai été par contre le mieux-disant social. Ce qui a fait quelques remous, mais enfin le tribunal a opté, j'ai dit, je ne suis pas là pour gérer le passé, mais pour gérer l'avenir. Donc je reprends un effectif de 250, 260 personnes. Là, on va voir les chiffres apparaître, effectivement. Bon. Donc on rappelle la création en 1937, un mur, pour faire un peu d'histoire, 2 propriétaires successifs, les Murs et puis les Pittances, et puis votre achat en 98. Oui. Et donc vous créez la SNAM, donc on l'a dit, Société Nouvelle des Armatures Assemblées Murs, et vous reprenez 260 personnes. Et à l'époque, le chiffre d'affaires, il est de 30 millions d'euros à peu près. À peu près, enfin un petit peu moins de 30 millions d'euros. Voilà. Et donc, en 20 ans, donc, il va y avoir ce parcours, on va y revenir. Alors, pour bien expliquer votre métier, donc les armatures pour le bâtiment, c'est des produits qu'on ne voit pas. Hein. En fait, c'est l'ossature en acier dans lequel on coule le béton armé. Hein. Absolument, c'est un métier très discret parce qu'on monte ces armatures, les cimentiers passent derrière nous et on est appelé à disparaître pour l'éternité, si je puis dire. Alors, fabrication d'armatures sur mesure, hein,
à partir de couronnes, hein, des bobines, et puis aussi des barres droites que vous achetez auprès des sidérurgistes. En fait, on travaille avec les sidérurgistes. Il n'y en a pas 10 000 non plus. Hein, il y a quelques sidérurgistes qui font ce métier, ce qui fait que c'est pas toujours facile parce que les achats sont très concentrés, donc ça n'est pas simple. Et aujourd'hui, d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera après, l'acier est très chahuté avec les histoires Trump, on reviendra sans doute là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Alors l'idée et l'importance pour vous, ce qui fait votre réussite, c'est d'être en capacité de livrer rapidement, hein, d'où le fait que vous avez beaucoup d'usines, une trentaine, très, très autonome, et vous pratiquez le juste à temps, la proximité. Exact. On a commencé avec la moitié, enfin on avait une ligne Dunkerque-Toulouse, et on avait des usines sur la partie droite de la France, et j'ai eu la chance, très vite, au bout de 18 mois, de rencontrer un Breton, un type formidable, un vrai Breton, carré, qui s'appelait Gilles Arouette, et on a déjeuné ensemble, on ne se connaissait pas. Et il m'a montré que lui avait des usines qui allaient de Rouen à Bordeaux. Je lui ai dit à la fin du déjeuner, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Ou vous me rachetez ou je vous rachète. C'est formidable, on peut faire une couverture globale. Avec ce garçon, on s'est mis d'accord. 4 mois après, c'était fait, on avait fusionné nos sociétés. Et je dis que c'est un type assez extraordinaire. On s'est tapé dans la main, et ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Qualité d'homme formidable. Voilà. Et lui, vous apportait combien de... Il nous a apporté une dizaine d'usines, Bordeaux, Nantes, Tours... toute la partie Atlantique Ouest. Toute la partie Atlantique. Ce qui fait qu'en réunissant les deux choses, on n'avait absolument aucune cannibalisation des sociétés, et c'était formidablement complémentaire. Ça, c'était une opération vraiment intelligente et bien construite. Alors, si on s'intéresse à vos clients, on va dire, c'est tous les grands de la construction, et puis pour la construction bâtiment, on va dire, et puis pour tout ce qui est maison individuelle, vous travaillez plus avec des grossistes? Voilà, alors disons qu'il y a effectivement les grands, bon, on les connaît, sans faire de publicité, Vinci, Fache Bouygues et 2400 entreprises générales en France, donc quand même une clientèle assez large. Donc ça, c'est pour l'activité TP, est très importante. Elle est plus là avec les 3 grands noms qu'on vient de citer. Et puis effectivement, la partie maison individuelle, c'est avec des grossistes, vous les connaissez, Samsé, Vendée Matériaux, Point P, etc. Voilà. Alors si on doit citer quelques-unes de vos références prestigieuses, le PR de Flamanville, le stade de Bordeaux. Ah oui, le PR de Flamanville, c'est un très gros chantier, très très gros chantier. Je me permets de donner un chiffre. La Tour Eiffel que tout le monde connaît, c'est en acier 7200 tonnes. Flamanville, c'est 73 000 tonnes. Donc nous, on a fait à peu près 10 fois plus. Donc vous imaginez, je veux dire, pour réaliser ce chantier, il fallait vraiment, il fallait être très performant. Alors on a fait 60% du chantier. On a partagé avec le numéro 1 allemand parce que c'était normal que Bouygues, qui faisait l'opération, assure un deuxième. Mais nous, on a fait 60% de ces 72 000 tonnes. Chantier qui, en ce qui nous concerne, s'est fort bien passé. On a fait travailler la main dans la main avec Bouygues et c'est un bel ouvrage d'art. Mais on en a d'autres. Voilà. Les stades, le Stade de France, c'est nous, le Stade de Bordeaux, c'est nous, etc. etc. Donc, et le Stade de Lyon le Stade de Lyon, non, on n'est pas prophète en son pays. On pose souvent la question. On a fait quelques... À la marge. Mais à la marge, voilà. Nous n'étions pas placés, et bon, ça arrive. Une activité plus récente, hein, donc on a dit les grands du bâtiment, donc tous les grossistes, hein, pour tout ce qui est maison individuelle. Une activité plus récente, c'est le négoce, avec des produits standards. Alors c'est quand même 1000 références. Ah oui, et quasiment 15% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça, à peu près 15 millions dans le camembert, c'est à peu près 15%. Contribution à la marge qui est excellente aussi. Et ça, c'est une activité qui était très marginale quand je suis arrivé. Et aujourd'hui, effectivement, ça a pris... on a une vingtaine de commerciaux sur toute la France. C'est une activité importante qui a été vraiment, j'allais dire, développée à vitesse grand V, ça. Et qui va s'élargir, je pense, dans les jours qui viennent. Encore plus. Oui, je crois. Avec une acquisition ?
Peut-être. Peut-être. On verra ça dans les jours qui viennent. On va suivre ça. On va regarder les quelques chiffres qui retracent ces 20 ans de croissance soutenue. Donc je disais, un chiffre d'affaires qui était multiplié par 7 en 20 ans, donc vous avez 30 usines. Les clients, on l'a évoqué. Alors si on s'intéresse donc au contrôle de l'entreprise, vous avez toujours, via votre holding, 51%, et puis des financiers, dont notamment CMCIC Investissement, autour de 48%. Oui, c'est une belle histoire, parce qu'en fait, on a démarré avec, comme je le disais, un capital très modeste, c'était 1 million d'euros, donc c'était court, il fallait quand même serrer la gestion. Et puis, petit à petit, on a élargi l'actionnariat, on a fait premier LBO, un deuxième en 2006, c'est vendu, on m'a demandé de rester, je suis resté. En 2013, LBO était terminé, on avait remboursé, nos actionnaires de l'époque ont décidé de sortir, ce qui est tout à fait classique, normal. Je me suis dit, ça va, je ne suis pas encore trop gâteux, donc je peux continuer encore un moment. Je continue. Et donc en 2013, on a fait un nouveau LBO avec effectivement les partenaires que vous venez de citer, avec qui, notamment, CIC Investissement, parce que la Lyonnaise de Banque a été un partenaire avec l'ex-président Rémi Weber. On a fait un parcours formidable ensemble. On continue encore aujourd'hui, bien sûr, avec Isabelle. Mais Isabelle Bourgat, pardon. Bien sûr. Et voilà, et le Crédit Agricole aussi, de Naturo devait être actionnaire. Pour revenir à ce chiffre d'affaires multiplié par 7, ça veut dire que vous avez grandi plus vite que le marché, clairement. Oui, ça c'est clair. C'est une évidence. C'est clair. Vous avez reconquis des parts de marché. Voilà. Il y a deux choses. On a fait une croissance organique classique, et puis on a fait donc ces croissances externes dont je vous parlais tout à l'heure, notamment sur l'ouest de la France, et puis des opérations de rachat ici ou là de sociétés, de petites sociétés qui complétaient notre maillage industriel. Voilà. Alors un bon maillage hexagonal. L'étape suivante, c'est quoi? C'est le développement européen, international? International, restons modestes. Mais européen, oui, effectivement. J'allais dire, on a même des opérations dans la tête pour l'instant. Il fallait. L'idée, c'est plus de le faire par acquisition que par croissance externe, ex nihilo. C'est quand même plus simple, plus rapide, etc. Donc, effectivement, on a quelques pistes de réflexion. Peut-être qu'aussi, on ira dans les valises éventuellement des trois grands dont on parlait tout à l'heure. On peut aussi apporter notre valeur ajoutée hors hexagone sur des grands chantiers internationaux, mais pas tout seul. On est trop petit. Mais par contre, il était bon, jusqu'à maintenant, de pouvoir assurer le financement de tout ceci. Aujourd'hui, la société est saine. Nous avons une trésorerie positive, malgré tous les LBO, les investissements, parce qu'on n'a pas cracheté, on a créé des usines. Construit 4 ou 5, 5 je crois, ex nihilo. Donc aujourd'hui, on a les moyens, peut-être, de pouvoir penser hors France. Voilà, et puis avec vos partenaires financiers aussi, vous avez la possibilité de lever d'autres moyens s'il le faut et continuer à accompagner cette. On leur posera la question, mais je crois que oui. C'est pas un secret, je crois que oui. Est-ce que vous aimez, ce qui vous fait choisir ces partenaires financiers, c'est leur vision long terme que vous partagez vous aussi, évidemment, bien sûr. C'est très important. C'est très important. On est quand même dans un métier lourd, l'industrie lourde, c'est clair. Donc, on a des partenaires qui ne sont pas là tous les matins à nous demander comment ça va. Moi, j'ai eu l'expérience de la bourse avec le Bourget, puisqu'on était coté au second marché à l'époque. Bon, c'est bien, et en même temps, c'est un peu pénible, parce que quand vous redressez une affaire, qu'on vous demande toutes les 5 minutes où on en est, c'est pas possible. Il faut avoir une vision à plus long terme. Donc, le partenariat avec des sociétés d'investissement, pour moi, c'est la bonne solution. Alors, ils ont été très courageux, parce que pendant toutes ces années, on n'a pas distribué de dividendes, ou très peu. Depuis 2 ans, on commence à pouvoir être un peu plus généreux avec nos actionnaires. Donc, vous avez évoqué le problème du prix de l'acier, et tout ce qui se passe autour des décisions du président américain, Donald Trump. C'est un vrai sujet de préoccupation pour vous? Oui, ça c'est un vrai sujet, puisque l'acier c'est une matière première, c'est ce qui détermine notre marge brute, et en ce moment c'est un peu plus compliqué même depuis cet été avec l'effondrement de la livre turque. Que les Turcs sont très importants en matière d'acier. Leur monnaie s'est effondrée, comme vous le savez. Ils ont des problèmes d'approvisionnement. Aux États-Unis, la sidérurgie américaine est incapable
incapables de suivre, donc ils sont obligés d'importer s'ils veulent construire des voitures. D'ailleurs, un de nos fournisseurs italiens me disait cet été, c'est la première fois qu'on fait tel mois aux États-Unis. Juin a été extraordinaire. Donc en ce moment, le prix de l'acier est un peu compliqué et plutôt à la hausse, ce qui est gênant. Voilà, et puis cette guerre entre Donald Trump et puis la Chine, hein, parce que la Chine, bien sûr, réagit fortement et vertement. Et oui, et ben là aussi, c'est un troisième élément, d'autant plus que la Chine était en surproduction d'acier. Quand je suis arrivé, la Chine, c'était 60 millions de tonnes. Aujourd'hui, c'est 900 millions de tonnes. Enfin, vous imaginez la croissance. Donc, effectivement, des éléments de perturbation, il y en a. C'est un peu compliqué. Surtout qu'on n'est pas très gros, même si on est numéro 1. Notre poids est relatif vis-à-vis de l'acier mondial. Oui. Votre succession, peut-être la transmission de l'entreprise, vous y pensez ou c'est un sujet tabou pour vous? Non, pas du tout. C'est un sujet, au contraire, c'est un sujet très important. Ah, faire une petite boutade, je veux dire, vous savez, on dit Tintin, on peut le dire jusqu'à 77 ans. J'en ai 71, encore 6 ans devant moi, tant que j'arrive à réfléchir à peu près correctement. Mais nous avons déjà résolu une partie du problème. Je vous citais tout à l'heure Pascal Subtil, notre directeur général, qui est en poste, qui est là. Qui vous êtes dans l'aventure depuis 20 ans, voilà. Avec qui je m'entends fort bien. On se voit, on se parle quand même très très souvent. Et puis, dans toute la structure que nous avons, on essaye à chaque fois qu'on peut de mettre des jeunes talents. Voilà. Ça, c'est mon métier, d'ailleurs. D'accord, horizon 5-6 ans, quoi, on va dire. Oui, 5-6 ans, on verra. Et l'idée, c'est que la SNAM reste indépendante ou éventuellement soit adossée à un groupe? Écoutez, pour l'instant, c'est l'indépendance. Oui. Bon, à un moment où je vous parle, demain, est-ce que les événements, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je crois qu'on peut rester comme ça. On a encore des choses à faire. On a encore une dimension, comme vous le disiez, on disait tout à l'heure, européenne, entre guillemets. Et après, on verra comment ça se passe. Mais pour l'instant, on est très bien comme ça. Voilà. Enfin, je pense que nos actionnaires sont heureux. Alors, justement, on a parlé de votre chiffre d'affaires, hein, multiplié par 5. Oui. On n'a pas parlé de votre rentabilité. Le résultat, il est de quel ordre sur ces 200 millions d'euros? Écoutez, cette année, je peux vous dire qu'on va faire un EBITDA entre 7 et 8% à peu près. Voilà, quand même pas mal. Le résultat d'exploitation. Donc beaucoup d'investissements. On a beaucoup investi pendant toutes ces années. On a refait toutes les usines, on en a créé. On a du matériel extrêmement. C'est combien vos investissements à peu près chaque année? Ça dépend des années, mais en moyenne 4-5 millions, quoi, 3-4 millions. 3, et puis des frais de recherche et développement, j'imagine. Voilà, et on est propriétaire. On a c'est un point important. Toutes ces usines nous appartiennent, tous les terrains nous appartiennent. Aujourd'hui, c'est à peu près 600 000 m², 60 hectares de terrain et d'usines en France, et dans des endroits de qualité. Donc c'est une vraie valeur. Oui, c'est une vraie valeur, je tiens à le dire. Allez, Gilles Dascolon, on passe au sujet qui dérange, la question qui fâche. Ah. Alors, l'EPR de Flamanville, pour lequel vous avez travaillé, n'en finit pas de voir son lancement retardé et sa facture exploser. Est-ce que les armatures de la SNAM en sont en partie responsables? Aucunement. Ma réponse, elle est claire, aucunement. Nous ne sommes absolument pas concernés. J'ai moi-même visité le cœur du réacteur. Je peux vous dire. Vous comprenez ce qui se passe Non. Ça me dépasse. C'est des problèmes qui concernent... ADF, Areva, etc. Nous, on n'est absolument pas concernés. On n'a jamais été remis en cause. Notre chantier s'est fort bien passé. Tout est réglé. On n'a aucun litige. Non, je suis prêt, au contraire, à en refaire d'autres. Je regrette simplement qu'on ait choisi d'aller faire des centrales nucléaires en Angleterre. Parce que, comme chacun sait, la Manche, le nuage atomique ne traversera jamais la Manche. Ça fait toujours un peu sourire, ça. Oui. On en a besoin. On aurait eu 2 ou 3 centrales de plus. Quelle indépendance on aurait. Les Américains, eux, ils ont le gaz de schiste. On a beaucoup cédé au lobby nucléaire en France et on a moins développé les énergies renouvelables que dans d'autres pays. C'est très à la mode en ce moment puisque, comme vous savez, il y a eu quelques départs un peu spectaculaires. Mais bon, simplement un mot sur le nucléaire. Si vous comparez la Caravelle il y a 20 ans à un Airbus à 380 aujourd'hui, c'est pas la même chose. Les centrales nucléaires d'aujourd'hui sont d'une sûreté incroyable. Allez, on finit très vite par quelques questions plus personnelles. C'est le questionnaire de Proust Gilles Dascolon. Gilles Dascolon, si vous n'aviez pas été chef d'entreprise, quel métier auriez-vous aimé faire? Ah, c'est une bonne question. Quel métier j'aurais aimé faire? J'aurais aimé être journaliste.
J'aurais aimé être journaliste. Journaliste d'aventure, journaliste, grand journaliste, etc. Me balader dans le monde. À la retraite, peut-être. À la retraite. Bon, quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez? Je crois aux valeurs humaines, je crois aux équipes, je crois aux hommes. Moi, j'ai beaucoup de respect. On a une équipe vraiment formidable, je dois le dire, j'en profite pour le dire. On est très peu nombreux, une vingtaine de personnes. Est-ce que vous pouvez me citer un chef d'entreprise qui vous a marqué oui, et inspiré? Antoine Riboud. Un homme d'État que vous respectez, Présent. que vous appréciez? Oui. ou passé, hein. Ou passé. Un homme d'État qui vous a marqué? Bon, moi, Charles de Gaulle, pour moi, était un grand bonhomme. Très grand bonhomme. L'artiste que vous affectionnez le plus? Alors, l'artiste, il y a deux personnes qui me fascinent. Mozart et Léonard de Vinci. Ce sont pour moi deux génies dans des domaines très différents, mais quel talent dans les deux cas. Quel est votre sportif préféré? Jean-Claude Killy. Votre plus grande fierté d'entrepreneur? C'est un peu vieux, mais c'est mon époque. Pardon? Votre plus grande fierté d'entrepreneur? Rendre les gens heureux dans l'entreprise voilà. Principale qualité, principal défaut personnel? Je suis tenace et je suis impatient. Est-ce que vous avez une devise, Gilles Dascolon? Oui, j'en ai une. J'aime beaucoup ce vers, enfin cette phrase de René Char. Réfléchir en stratège, agir en primitif. Ça me va très bien. Il y a un conseil à donner à un jeune qui se lancerait dans la création d'entreprise pour finir? Alors, je vais faire une... Très vite. Ah, très vite, mais Molière, le vieux Molière a une phrase formidable où il dit je hais ces esprits pusillanimes qui, à force de réfléchir, n'osent plus entreprendre. Une modernité fabuleuse. Alors je dis aux jeunes, allez-y, foncez, avancez, créez ce monde nouveau. C'est celui qui vous appartiendra. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Dascolon, d'être venu dans Récit d'entreprise. Prochain rendez-vous, ce sera le vendredi 19 octobre à 19h. Merci d'être fidèle à TLM. Eh bien, merci de cet entretien. Merci Jean-Pierre. Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital.